il va y avoir le Yaka, là. Comment il s'appelle? Je l'ai agrandi un petit peu. Non, j'en ai parlé à... Spécialité. Non. Bas salaire. Non. Flexibilité. Non. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis non, c'est non. Ça suffit, ça suffit. Casse les services publics. Non. Pas de place en crèche. Non. Fermeture des centres d'IVG. Non. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis non, c'est non. Ça suffit, ça suffit. Viol. Non. Harcèlement. Non. Violence conjugale. Non. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis non, c'est non. Ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'on veut? L'égalité. Bonjour, vous m'entendez? Alors je voudrais demander à tous les hommes ici présents et aux femmes qui connaissent des hommes qui sont pas machos de signer la pétition « Ne n'iront pas au bois ». C'est une pétition pour lutter contre la prostitution qui n'est pas vraiment en régression dans notre pays. Donc vous trouvez ça sur internet, soit Encore Féministe, soit Ne n'iront pas au bois. Et je vous invite à signer, parce qu'à l'heure actuelle, alors que la pétition est ouverte depuis au moins 1 an, il n'y a que 1750 hommes en France qui ont signé. De témoignages qui ont été faits par la copine grecque qui était venue lors de la tournée des femmes européennes. Sonia vous fait savoir qu'actuellement en Grèce, une personne sur 3 n'a pas de mutuelle. Un accouchement coûte 600 €, avec césarienne plus de 1600. Sans cet argent, les femmes accouchent dans la rue, on risque d'avoir des enfants mal formés. L'austérité, en Grèce comme ailleurs, handicape encore plus les femmes. Je vous apporte un témoignage, le mien, pour la maison des femmes de l'Air Nouvelle. Je suis surendettée, j'ai failli être expulsée de mon appartement, j'ai été traînée devant le tribunal parce que j'avais un retard de loyer et mon loyer s'élève à 600 €, plus 200 € pour éponger ma dette. Je touche une retraite de 500 € par mois depuis 1 an, hein, parce que j'ai attendu le maximum pour avoir le maximum. Vous voyez, maintenant je suis riche et donc on me demande de payer les médicaments qui ne sont plus remboursés. Mon mari est atteint d'une grave maladie qui est prise en charge par sa mutuelle et la sécurité sociale. Le jour où je ne pourrai plus payer la mutuelle et lui non plus, on se retrouvera où? Voilà ce que nous propose le gouvernement de François Hollande. Et bien moi j'en veux pas. Et je lui dis c'est fini, ça suffit, on en a marre, on n'a pas voté pour que Sarkozy rentre par la fenêtre. Après l'avoir foutu dehors. Voilà. Bah écoutez, on est toutes pareilles. Hein, dans tous les foyers, il y a toujours des problèmes. Quand on travaille pas. Alors, en plus. Et ce qu'il y a que, comme toutes les femmes qui travaillent, le matin se lève, on prépare le petit déjeuner pour nos enfants, on va travailler avec la crainte de rentrer chez nous, d'ouvrir la boîte aux lettres, trouver une lettre d'un huissier ou de facture ou de bailleur, de paiement de retard. Et pareil, quoi, on va chercher nos enfants à l'école le soir. Bon, on rentre chez nous, on fait notre ménage et tout ça, on s'occupe de nos enfants, les faire les devoirs. Et dormir avec la poule au ventre, pareil, de ce qui nous attend le lendemain. Et on ne sait pas ce qui nous attend le lendemain aussi, hein, c'est la crainte de ça aussi. Et bon, ben, bref, tout ce que je veux dire, il y en a marre. Basta. Et toi, tu veux que ça continue? Tu veux que ça continue? Non, basta. Ça suffit. Voilà. Merci à vous. Tunisienne. Et je suis là en fait pour vous parler de la
la femme tunisienne au nom de notre association qui s'appelle FNAR, pour Faisons notre avenir. Donc c'est une association qui est en partie féministe. Je vais pas parler de l'autre partie qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc vous savez qu'il y a eu une révolution en Tunisie. Et alors aujourd'hui, on voudrait s'arrêter un instant pour réfléchir à l'impact de cette révolution sur la dignité et sur la condition de la femme. Nos dirigeants actuels nous ont promis, pendant leur campagne électorale, qu'ils ne toucheront pas à nos acquis. Vous avez même entendu parler, quelques-uns, ils murmuraient tout doucement, mais alors là, très doucement, qu'ils vont les renforcer. Mais la situation de la femme aujourd'hui est en danger. Avant tout, de quels acquis parlons-nous? Parce que quand on parle des acquis de la femme tunisienne, il y a souvent confusion avec les acquis de la femme arabe, la femme musulmane. Les gens ne savent pas forcément que la femme tunisienne a toujours été privilégiée dans l'histoire. En fait, il est bien connu que la Tunisie est pionnière en matière de droits de l'homme dans le monde arabo-musulman. Par exemple, la Tunisie est un des rares pays musulmans à interdire la polygamie ou à autoriser le divorce des femmes et des hommes sur le même pied d'égalité en interdisant la répudiation. Les femmes tunisiennes ont même pu légalement et gratuitement avorter en 1973, c'est-à-dire 2 ans avant la France. Vous me direz alors, tout va bien. Pourquoi je vous parle de la condition de la femme tunisienne? Eh bien parce qu'il reste malgré tout dans la loi tunisienne des points dans lesquels l'égalité n'est pas respectée. Par exemple, la transmission de la nationalité, les règles régissant le mariage, l'adoption, l'héritage. La Tunisie a d'ailleurs émis des réserves sur la convention d'élimination des discriminations envers les femmes. Ça, c'est complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on dit, ok, on signe cette convention, par contre, on émet des réserves. Alors les réserves, c'est quoi? Donc c'est au nom de la compatibilité avec les lois avec l'islam. On est d'accord? Si ça ne touche pas aux lois de l'islam. Aujourd'hui, la révolution nous a donné l'occasion de participer à des élections démocratiques qui nous ont permis d'avoir une assemblée qui va rédiger une nouvelle constitution. Donc on voudrait que ces lois-là soient vraiment inscrites dans l'institution. Alors on assiste avec inquiétude à un retour d'un certain conservatisme au sein de la société tunisienne. Nous nous indignons devant la frilosité du gouvernement actuel à fermement condamner les dérapages répétés des salafistes. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je vois la ministre de la Femme qui vient, elle invite un prédicateur qui vient enfoularder nos petites filles, c'est-à-dire des petites filles de 6 ans, qui vient les enfoularder. Donc ça s'est passé à Zarzis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne lui dit rien, on l'encourage, il peut faire ça. En fait, c'est des barbus qui viennent enfoularder des petites filles, c'est du wahhabisme qu'on n'a jamais eu en Tunisie. C'est du wahhabisme qui n'est pas du tout notre culture, c'est pas l'islam modéré tunisien. Ils viennent enfoularder nos petites filles, c'est des barbus qui sont poussés par leur testostérone parce qu'ils voient pas des petites filles, ils voient des femmes alors qu'elles ont 6 ans. Moi je dis que c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Donc nous on dit aujourd'hui que c'est hyper dangereux, que ce sont des petites filles. Ces petites filles elles veulent aller à l'école, elles sont pas du tout en âge d'être cachées. Ces petites filles elles veulent être éduquées et elles veulent accéder au même rang que leurs camarades garçons à l'école. Il n'y a aucune raison de les enfoularder. Et si eux ils ont des problèmes pour les regarder, ils peuvent rester chez eux. Donc on va se demander aujourd'hui s'il y a une réelle chance qu'il y ait vraiment une légalisation de ces droits dans la Constitution ou alors s'il y a un éventuel déclin. Donc voilà, je vais juste dire vers la fin que aidant nos filles à choisir leur futur mari sans distinction aucune, à consolider leurs acquis et à vivre avec dignité et en toute liberté, vive la Tunisie, libre et digne. Notamment celui de Grenoble. Nous avons à l'heure actuelle, et je pense dans d'autres centres en France, des problèmes au niveau des médecins pratiquant les interventions volontaires de grossesse, étant donné que l'État ne donne pas de moyens pour pouvoir continuer à fonctionner, c'est-à-dire qu'il ne forme pas de médecins pour prendre la relève de ceux qui sont à la retraite ou qui vont partir à la retraite. Donc les centres d'IVG n'auront plus besoin d'être menacés par les anti-IVG, étant donné qu'il n'y aura plus de médecins pour pouvoir pratiquer les interventions volontaires de grossesse. On ne forme pas de médecins gynécologues qui sont
on donne les femmes aux généralistes en général, et notamment pas ceux qui travaillent dans les centres d'IVG. On ne donne plus d'examen à ces gynécos et qui ne peuvent plus venir dans les centres d'IVG. Donc les gens qui sont contre l'IVG sont tranquilles, les centres vont fermer les uns derrière les autres. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose au niveau des mutuelles. Les jeunes filles qui sont mineures peuvent encore venir faire une IVG et ce sera gratuit, mais toutes celles qui ont passé 18 ans et dont les parents ne sont pas au courant et qui dépendent de la mutuelle des parents sont obligées de se débrouiller par leurs propres moyens pour payer la partie de la mutuelle d'une intervention volontaire de grossesse, ce qui est aux alentours de 90 à 100 euros. Donc quand c'est une gamine qui fait des études, trouver 100 euros c'est difficile. D'autant plus que bien des filles, étant donné qu'il y a souvent un manque de place dans les centres d'IVG, sont obligées de partir à l'étranger et alors là je vous dis pas, c'est du 200 à 300 euros. Donc voilà pourquoi nous on se bat au niveau de la plateforme IVG pour essayer d'obtenir que le gouvernement se bouge, parce que c'est bien beau de dire il faut maintenir les centres d'IVG, mais il faut surtout donner les moyens de les maintenir et il faut se battre pour que ces gamines qui n'ont pas de mutuelle puissent avoir leur IVG, parce que bien souvent n'ayant pas de fric, elles se débrouillent comme elles peuvent, soit pour aller avorter, je vous dirai pas comment parce qu'on a l'impression qu'on fait un retour en arrière avec les aiguilles à tricoter, voilà, soit il faut qu'elles se débrouillent avec les amis pour pouvoir trouver le fric. Donc voilà, ça c'est un réel problème. Et le maintien des centres d'IVG continuera si on forme des médecins dans ce sens-là. Quelque chose. Moi, ce que je voudrais développer là, c'est en 2 secondes, vous avez entendu ce qui se passe sur l'IVG et la santé. Ça se passe sur la santé de façon beaucoup plus générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas de mutuelle, on ne peut pas se soigner. C'est où se loger ou se soigner. Et plus grave que ça, beaucoup plus grave pour la dignité de tout le monde qui est ici, de tous les gens qui passent. Aujourd'hui, l'hôpital conçoit de prendre en urgence un patient, mais ne conçoit pas de lui allouer le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert n'est plus du tout remboursé par la sécurité sociale. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous devez payer votre lit et vous devez payer votre repas. Moi je dis qu'aujourd'hui, si on veut faire une action, c'est de dire, oui, on a besoin d'être soigné, mais on refuse de manger parce qu'on ne peut pas payer la nourriture. Comment on peut concevoir ça aujourd'hui au XXIe siècle? Même il y a 30 ans, il y a 60 ans, on n'aurait pas pensé soigner dans un hôpital sans produire le gîte et le couvert, même si c'était une paillasse. Aujourd'hui, on a des chambres individuelles, mais on n'a plus le gîte et le couvert quand on est malade, soigné en urgence. C'est un scandale pour nous toutes et tous, parce que c'est la dignité de notre pays, la dignité de notre intelligence qui est en jeu dans une telle posture. Voilà, ça je voulais le souligner. Et bon voilà, alors d'autre part, à la Maison des Femmes qui se trouve à Saint-Martin-d'Hères, donc l'Air Nouvelle, nous avons encore débattu tout à l'heure. On m'a chargé d'une question, donc je vais vous la soumettre, et ce que je vous propose, c'est de la développer dans vos organisations, chez vous, avec vos amis et vos collègues, pour savoir si c'est vraiment complètement utopique ou si c'est quelque chose qui resterait cohérent. La question qu'on m'a soumise, c'est celle-ci. Étant donné qu'il est avéré que c'est la responsabilité de l'ensemble des États et des financiers qui mettent les pays dans cette merde du surendettement et qui mettent les pays dans cette merde de l'endettement. Étant donné que c'est la responsabilité des pays d'Europe d'avoir signé les accords de Lisbonne et d'avoir pratiqué le désossement systématique de tous les services publics qui permet aujourd'hui une augmentation éhontée de toutes les factures. Étant donné qu'on est aujourd'hui en incapacité de survivre du fait des augmentations des charges, genre EDF qui est privatisé, genre aujourd'hui quand vous payez votre facture, vous donnez de l'argent principalement aux actionnaires. Étant donné cette situation, est-ce qu'il ne serait pas juste de dire qu'aujourd'hui les familles sont surendettées du fait, et c'est la majorité, de l'impossibilité de payer et les loyers, les factures énergétiques, etc. et de santé. Étant donné cette situation, est-ce que l'on ne pourrait pas se dire que le pays
n'a pas à payer les intérêts de la dette au niveau de l'ensemble, mais que nous aussi, les ménages, n'ont pas à continuer à payer pour que les intérêts de nos dettes servent de financement à nos États. Voilà la question qu'on voulait vous soumettre. La Ligue des droits de l'homme soutient évidemment toutes les luttes pour la liberté, la démocratie, la laïcité et l'égalité. Alors j'aimerais apporter un témoignage sur la situation des femmes en Iran aujourd'hui, puisqu'on parle de la Journée internationale des femmes. Donc à travers le monde, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de beaucoup de violence. La violence de toute nature, c'est le non-respect des droits de l'homme. Alors, le droit de l'homme n'est pas respecté à travers le monde, et encore moins dans un certain nombre de pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de pays musulmans. On a cette inégalité qui continue depuis des siècles. Alors le témoignage, c'est par rapport, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, il y a une commission qui s'est réunie sur le statut des femmes à travers le monde. Et des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme USA, les pays catholiques et l'ensemble des pays musulmans se sont donné la main pour freiner les travaux de cette commission. Cette commission dit que la diversité culturelle et religieuse ne doit pas empêcher les gouvernements de condamner la violence faite aux femmes. Alors ça c'est universel et ça doit concerner tout le monde. Par rapport à l'Iran, aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes qui sont en prison à cause de leur travail pour le respect des droits. Voilà, c'était un témoignage pour les femmes iraniennes qui sont toujours sous la répression, aussi bien sociale, politique que religieuse. Merci. On va chanter un petit peu pour faire entendre notre voix aussi en chanson. Une vie d'austérité, ça use, une vie de précarité, ça use la santé, centre IVG fermé, ça use, maternité fermée, ça use la santé. L'ANI va faire des précaires, le MEDEF aime l'ANI, Pariso et tous ses amis, ils sont au paradis. Mon bel enfant, toi qui arrives, comment te faire garder? Pas assez de crèche, nous trop chers, j'arrête de travailler. Ma bonne mémé qui est toute usée, viens pour te soulager. Maison de retraite, c'est bien trop cher, tu gagnais pas assez. Tout est à nous, rien n'est à eux, ils veulent tout nous précariser. Rattrapage des retraites, plus de temps partiel, ou alors ça va péter. Ça va péter? Ça va péter? Ça va péter? Tout est à nous, rien n'est à eux, ils veulent tout nous précariser. Rattrapage des retraites, plus de temps partiel subi, fais gaffe MEDEF, ça va péter, ça va péter. Une vie d'austérité, ça use, une vie d'austérité, ça use la santé. Centre IVG fermé, ça use, maternité fermée, ça use la santé. Une vie d'austérité, ça use, une vie de précarité, ça use la santé. Centre IVG fermé, ça use, maternité
t'es fermé, ça use la santé. L'ANI va faire des précaires, le MEDEF aime l'ANI. Paris et tous ses amis, ils sont au paradis.